Une affaire atroce qui s'est déroulée en 2018 au Maroc, c'est l'affaire de Louisa et Maren, et je compte sur vous pour ne pas faire d'amalgame suite à cette affaire et vous comprendrez très vite pourquoi je vous dis ça. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons donc traiter du cas de Louisa et Maren, deux jeunes aventureuses qui ont décidé de faire un long voyage au Maroc. Malheureusement ce voyage ne s'est pas du tout passé comme prévu et c'est d'ailleurs pour cette raison que cette affaire se retrouve sur cette chaîne. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, aux abonnants juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Merci à tous ceux qui le feront et merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis le début ou même depuis une semaine. Merci à vous et sans plus tarder, c'est parti pour cette terrible affaire. Louisa Westerhager Jespersen a vu le jour en 1994 dans la ville d'Ikast, située au Danemark, dans la région de Midtjylland, et j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Autrefois connue pour son industrie textile, Ikast a réussi à diversifier son économie. La ville est réputée pour sa culture sportive et offre diverses institutions éducatives, une vie culturelle riche avec des musées, des galeries d'art et des événements communautaires. Les paysages naturels environnants, tels que forêts et lacs, offrent de nombreuses possibilités de loisirs en plein air, devenant alors une ville prisée pour y élever ses enfants dans un cadre fabuleux. Passionnée par les voyages, Louisa était une exploratrice qui adorait la randonnée, découvrir de nouvelles cultures et qui n'avait pas du tout peur de voyager toute seule, malgré le fait qu'elle soit une femme et qu'elle sache très bien que dans certaines parties du monde, même j'ai envie de dire quasiment partout, ça peut être dangereux, malheureusement, même en 2024, d'être une femme seule. À seulement 24 ans, elle avait déjà visité de nombreux pays magnifiques tels que l'Argentine, la Norvège ou encore le Pérou. En plus de ça, Louisa avait tenté de rejoindre l'expédition polaire Fjällräven, qui signifie le renard des montagnes, en 2017 et en 2018, une aventure de plus de 300 km à travers la nature sauvage de l'Arctique. Bien que ses candidatures n'aient pas abouti, malheureusement, elle n'a pas perdu espoir et a plutôt orienté ses projets vers une nouvelle expédition avec sa meilleure amie et colocataire, Maren Welland. Maren, quant à elle, était née en 1990, ce qui signifie qu'elle avait donc 4 ans de plus que Louisa, et est née dans la petite ville de Brin, une ville dynamique du sud-ouest de la Norvège, connue pour son économie diversifiée, sa riche culture sportive et ses magnifiques paysages naturels qui offrent une qualité de vie élevée grâce à ses infrastructures bien développées et à ses nombreuses activités de loisirs. Âgée de 28 ans, Maren partageait son amour pour les voyages avec Louisa. Dans de nombreux posts sur ses réseaux sociaux, Maren apparaissait souvent aux côtés de son fidèle compagnon, un imposant Leonberg nommé Alf Herman. Je vous montre une petite photo d'eux à l'écran pour que vous voyez l'énorme taille de son chien. Ce sont des chiens très gros, assez massifs, et dont il faut avoir pas mal de place et de temps pour s'en occuper. D'une nature timide durant son enfance, Maren s'était transformée en une jeune femme aventureuse et idéaliste, profondément soucieuse des autres. Sa famille se souvient d'elle comme une personne détestant le matérialisme, ce qui expliquait notamment son manque d'enthousiasme pour Noël, préférant de loin être en plein air où elle se sentait la plus heureuse de toutes les femmes, que d'être là autour d'une table à fêter Noël et à s'offrir des cadeaux que, bien souvent, elle jugeait inutiles. Les deux jeunes femmes s'étaient rencontrées à l'université du sud-est de la Norvège, où elles étudiaient les loisirs de plein air et l'orientation en milieu naturel. Cette passion commune pour la nature et l'aventure avait évidemment solidifié leur amitié et alimenté leurs nombreux projets d'exploration. Louisa rêvait depuis longtemps de devenir guide touristique, une ambition qui lui permettrait de combiner sa passion pour les voyages avec son désir de transmettre ses connaissances et son enthousiasme aux autres.
Elles s'imaginaient déjà diplômées, parcourant des destinations exotiques, partageant des histoires fascinantes et des anecdotes culturelles avec des groupes de touristes captivés par tous ces récits. De son côté, Maren avait une vocation différente mais tout aussi passionnante. Elle envisageait une carrière dans la thérapie en plein air. Ce choix professionnel lui permettait de réunir son amour pour la nature et son dévouement aux autres, afin de les aider à se sentir mieux mentalement. Elle s'imaginait guidant des patients à travers des parcours de guérison au cœur de paysages naturels, utilisant tout l'environnement pour favoriser le bien-être et la santé. Toutes deux étaient très actives sur les réseaux sociaux, un moyen pour elles de rester connectées avec leurs amis et leurs abonnés, tout en partageant les moments marquants de leur vie. Elles publiaient régulièrement des photos de leur aventure, que ce soit lors de randonnées en montagne, de visites de monuments historiques ou de moments de détente sur des plages paradisiaques. Leurs récits de voyage étaient souvent accompagnés de conseils pratiques et de réflexions personnelles sur les différentes cultures qu'elles découvraient. En retour, elles sollicitaient aussi des recommandations pour leurs futures destinations, engageant ainsi une véritable interaction avec leur communauté en ligne. Au fil des années, Louisa et Maren avaient réalisé de nombreux voyages, certains en duo et d'autres en solo. Chacune de ces aventures renforçait leur amitié et leur passion commune pour l'exploration. Récemment, elles avaient décidé de franchir une nouvelle étape en emménageant ensemble dans un appartement. Ce nouveau départ s'accompagnait d'un projet plus qu'excitant, un voyage qu'elles espéraient inoubliable. La mère de Louisa se plaisait à raconter que sa fille était constamment en quête de nouvelles expériences. À peine un voyage terminé, Louisa commençait déjà à planifier le suivant, cherchant sans cesse à découvrir de nouveaux horizons. Après de nombreuses discussions et débats sur la destination idéale, elles avaient finalement opté pour des vacances d'une durée de 1 mois au Maroc, un pays d'Afrique du Nord avec une histoire riche, une culture diversifiée et une économie en plein développement. Sa géographie variée, ses réformes politiques et sociales, ainsi que son patrimoine culturel en font une nation unique et dynamique. Le choix n'avait clairement pas été facile pour les deux jeunes femmes, mais la richesse culturelle et les paysages à couper le souffle de la côte marocaine les avaient plus que séduites. Elles étaient particulièrement attirées par l'idée de découvrir les souks animés, les palais somptueux et les vastes étendues désertiques. Sans compter le fait qu'elles comptaient y aller en plein mois de décembre, et que, comparé à la Norvège ou au Danemark, eh bien les températures étaient tout de même largement meilleures. L'excitation était bien sûr à son comble, et elles ne pouvaient s'empêcher de partager leurs projets avec enthousiasme, sans se douter le moins d'instant des dangers potentiels qui les guettaient. Le Maroc est souvent perçu comme une destination de vacances idéale pour les familles, grâce à sa diversité, son faible coût et à sa convivialité. Cependant, lors de l'année 2018, la situation avait plus que changé. Les tensions croissantes dans la région avaient accru les risques pour les touristes. Cette année-là, le groupe terroriste ISIS représentait une menace mondiale. Et bien que le Maroc soit généralement considéré comme un endroit sûr pour les étrangers, plus de 1600 personnes s'y étaient rendues pour rejoindre l'État islamique. De quoi faire peur à un grand nombre de touristes. Et d'ailleurs, pas que les touristes, même les locaux. ISIS, ou l'État islamique, est une organisation terroriste désignée, connue pour ses actions extrémistes violentes et son interprétation radicale de l'islam. Fondée à la suite de la guerre en Irak, elle a gagné en notoriété mondiale à partir de 2014, lorsqu'elle a pris le contrôle de vastes territoires en Irak et en Syrie. Ce groupe, vous vous en doutez, est responsable de nombreux attentats meurtriers, de violations des droits de l'homme et d'atrocités telles que des exécutions massives, des enlèvements et des actes de génocide. Elle reste encore malheureusement aujourd'hui une menace pour la sécurité internationale, malgré les efforts concertés pour la détruire. Durant cette période, au Maroc, les autorités locales faisaient bien sûr tout leur possible pour garantir la sécurité, mais le contexte global restait tout de même assez préoccupant. Malgré leurs enthousiasmes et leur vigilance, Louisa et Maren ne pouvaient prévoir les défis et les dangers auxquels elles allaient être confrontées durant leur périple. Ce voyage, qu'elles avaient imaginé comme une série de découvertes merveilleuses et d'aventures excitantes, finalement, comme tous leurs voyages précédents,
allait se révéler être une épreuve marquée par des imprévus et des moments de tension. Leur passion pour l'exploration et leurs esprits aventuriers allaient être mis à l'épreuve d'une manière qu'elles n'auraient jamais pu anticiper. La mère de Louisa, témoignant de son inquiétude maternelle, avait exprimé à sa fille ses craintes quant aux tensions palpables régnant à l'époque. Elle avait même supplié sa fille de renoncer à ce voyage risqué, de le repousser à quelques années lorsque la situation se serait arrangée. Mais pour Louisa, toujours animée par un optimisme indéfectible, elle n'a su que répondre avec une assurance réconfortante, assurant à sa mère que tant elle que Maren avaient minutieusement pris toutes les précautions nécessaires pour garantir leur sécurité tout au long de ce fameux périple. Les deux amies étaient réputées pour leur nature bienveillante et leur capacité à voir le bien en chaque individu. Et à aucun moment, elles ne pouvaient s'imaginer qu'un drame puisse leur arriver. Avant leur départ pour le Maroc, Maren avait partagé une vidéo sur son compte Facebook illustrant magistralement sa vision du monde. Cette vidéo, empreinte de sensibilité et de perspicacité, mettait en lumière le thème complexe de l'immigration et la lutte contre les préjugés. Les tempéraments des deux amis étaient en plus de ça assez complémentaires pour leur voyage. Louisa, de son côté, rayonnait d'une extraversion confiante envers son prochain, tandis que Maren, plus réservée, préférait une approche réfléchie et calculée. Dans les jours précédant leur départ, Maren avait été assaillie par les doutes et les incertitudes liées à leur projet de voyage, se disant que effectivement, peut-être que c'était un petit peu trop risqué pour elle, qu'elle devrait peut-être attendre quelques mois, quelques années, histoire que les tensions diminuent, que la situation s'arrange, qu'il y ait moins de risques en tant que deux femmes seules au Maroc, alors qu'il y avait à ce moment-là une forte hausse du terrorisme dans ce pays, et à un moment donné, elle avait même envisagé de renoncer à l'expédition. Cependant, une conversation sincère et réconfortante avec sa meilleure amie Louisa avait ravivé la flamme de son enthousiasme, les incitant alors à quitter Oslo le 8 décembre pour rejoindre Marrakech le lendemain. Leur séjour à Marrakech, riche en découvertes et en émotions, avait duré environ une semaine. Pendant ce temps, elles avaient savouré chaque instant, s'apprenant de la culture locale, en côtoyant les habitants et en découvrant les merveilles de la ville. Mais leur soif d'aventure ne s'arrêtait pas là. Elles avaient ensuite entrepris le périple vers Imlil, un petit village niché au cœur des majestueuses montagnes de l'Atlas. Ce lieu, connu pour sa beauté sauvage et sa proximité avec le mont Toubkal, le point culminant de l'Afrique du Nord, offrait un cadre merveilleux pour une escapade en montagne. Pendant ce temps, alors que les deux amis se préparaient pour leur aventure tant attendue, à Marrakech, 4 hommes avaient tourné une vidéo où ils prêtaient allégeance au groupe terroriste. Installés sur un vieux canapé défraîchi, sous un drapeau improvisé confectionné à partir d'un vieux t-shirt, ils faisaient partie d'un réseau plus vaste et vaguement affilié d'islamistes opérant dans les bidonvilles de Marrakech. Cette sinistre vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, attirait l'attention sur leur présence et surtout leur attention. Ces 4 hommes, âgés entre la vingtaine et la trentaine, avaient passé des années à élaborer leur propre plan macabre pour une escapade dans les montagnes de l'Atlas. Leur fantasme morbide tournait autour de la manière dont ils pourraient mener une attaque terroriste et semer la terreur dans les paisibles hauteurs montagneuses. Pendant ce temps, les deux amis s'étaient finalement aventurés jusqu'au mont Toubkal, installant leur tente près du sentier qui était souvent fréquenté. À seulement une demi-heure de marche sur ce sentier, elles auraient pu atteindre le village d'Armoud, où elles auraient pu se reposer dans le confort d'une chambre et déguster un repas chaud. Cependant, plutôt que d'opter pour cette option, elles avaient choisi de planter leur tente sur un terrain plat, prévoyant de passer la nuit à la belle étoile, immergées dans la majesté de la montagne. Cependant, le destin cruel réservait une tournure tragique à leur voyage, une tournure qu'elles ne méritaient et ne s'attendaient pas. Le 17 décembre 2018, un peu plus d'une semaine après l'arrivée des deux filles au Maroc, 2 randonneurs français débutaient leur ascension sur le sentier du mont Toubkal. Ce qu'ils allaient découvrir, malheureusement, allait les hanter pour le reste de leur vie et secouer le pays du Maroc jusqu'au plus profond de son âme.
Juste à l'extérieur de la tente des filles, gisait un spectacle épouvantable. Les corps sans vie et battus de Louisa et Maren, avec l'une d'elles cruellement décapitée. Les randonneurs, pris de panique, s'étaient précipités en hurlant sur le sentier pour alerter les autres marcheurs de la scène macabre qu'ils venaient de découvrir et également pour qu'on appelle au plus vite la police. Lorsque les autorités étaient arrivées sur les lieux du meurtre, elles avaient rapidement identifié un suspect, Abderrahim Kawali, dont la carte d'identité avait été retrouvée sur les lieux. Et oui, peut-être qu'un jour, il faudrait qu'on parle de cette étrangeté qu'à chaque fois qu'il y ait un acte terroriste, on retrouve toujours une carte d'identité sur les lieux. J'imagine que ça doit être fait exprès, puisque tout de même, généralement, lorsque tu vas commettre des meurtres, que tu vas commettre ne serait-ce qu'un vol à l'étalage, un petit vol dans un magasin ou quoi que ce soit, tu évites de prendre tes papiers d'identité sur toi. Mais enfin bon, ça reste un autre sujet, mais c'est vrai quand même, on est beaucoup à trouver ça étrange. Alors sûrement que finalement, ça fait juste partie du mode opératoire des terroristes, de toujours laisser une carte d'identité pour que au moins un d'eux soit retrouvé. Mais en tout cas, je trouve ça vraiment étrange. Quoi qu'il en soit, en un rien de temps, 3 autres suspects avaient été appréhendés alors qu'ils tentaient de prendre un bus à Marrakech dans l'intention de rejoindre des groupes terroristes. Armés de couteaux, les suspects, Abdesamad Eijoud, Rachid Afati et Younes Ouadziad, avaient été arrêtés sans incident. Cette série d'événements tragiques avait choqué le pays et évidemment le monde entier, laissant derrière elle un sombre nuage de deuil et d'incrédulité. Les conséquences de cet acte de violence insensé allaient résonner bien au-delà des frontières du Maroc, rappelant la fragilité de la vie humaine et surtout et avant tout la nécessité de lutter contre l'extrémisme et la haine. L'examen des corps de Maren et de Louisa a montré qu'elles avaient toutes les deux été agressées sexuellement avant leur mort. Le coup de Maren et celui de Louisa s'étaient malheureusement fait trancher lors d'une attaque vicieuse qu'en plus de ça, les hommes avaient enregistré. Cet enregistrement a fait son petit bout de chemin sur Facebook puisque à l'époque, il n'y avait pas non plus toutes les sécurités qu'il y avait maintenant, où tous les amis et les membres de la famille des victimes ont pu voir. Imaginez l'horreur de ces personnes en s'apercevant que sur cette terrible vidéo qui faisait le tour des réseaux sociaux, c'était leur ami, leur fille, leurs collègues, leurs camarades. C'est insensé et épouvantable, je n'ose imaginer la sensation qu'ils ont dû ressentir. Les hommes avaient attendu la tombée de la nuit avant de s'approcher de la tente où les filles s'étaient installées pour la nuit. Il faisait complètement noir dehors, il était un petit peu après minuit, et les habitants de la ville, qui étaient situés juste en dessous d'elle, dormaient profondément. Ces hommes se sont approchés de la tente des filles, et Younes a commencé à crier à ces dernières, leur ordonnant de sortir. Mais ce dernier a pris son couteau et a tranché la main de cette dernière, déclenchant une lutte violente ponctuée de cris perçants. Des cris si atroces que l'on se demande comment ça se fait que personne n'ait rien entendu à ce moment-là. Les hommes ont poignardé le nylon de la tente et Louisa a réussi à sortir de cette dernière, a essayé de courir avant d'être finalement soumise à de multiples blessures par des coups de couteau. À l'intérieur de la tente, Younes a trouvé Maren assise, complètement immobile selon les dossiers du tribunal. Probablement que cette dernière était en état de choc, et souvent lorsqu'on est en état de choc ou que l'on a peur, on peut se retrouver complètement paralysé. On ne sait pas quoi faire, on est incapable d'agir, notre corps c'est comme s'il se solidifiait et qu'on ne pouvait plus du tout le contrôler, et c'est sûrement ce qui est arrivé à Maren. Younes l'a poignardé dans la poitrine, le dos et les bras, et l'a sortie de la tente en la tirant par les cheveux. Ce qui a rendu cette affaire si remarquablement infâme, c'est la vidéo de la mort de Louisa. Dans la vidéo que Rachid enregistrait, les attaquants peuvent être entendus crier qu'elles étaient les ennemis de leur dieu et que c'était une vengeance pour un de leurs frères d'armes. Alors que Louisa était allongée sur son ventre, à moitié vêtue de ses sous-vêtements et après avoir commis malheureusement une agression sexuelle, Younes a posé son pied sur sa tête, tandis que Rachid s'est mis derrière elle avec une grosse machette et a commencé à trancher l'arrière de sa tête. Le plus triste étant que pendant que ces monstres lui faisaient ça, elle criait pour sa mère.
Louisa s'est rapidement retournée sur son dos pour tenter de faire arrêter les hommes, essayant sans succès d'utiliser ses bras pour repousser la machette, mais les hommes ont continué jusqu'à ce que Louisa décède et la vidéo se termine avec eux jetant sa tête par terre. Au total, 24 personnes ont été jugées pour avoir eu des liens avec le meurtre de ces deux jeunes femmes. 3 ont été accusées de meurtre, tandis que 23 ont été inculpées de terrorisme. La vidéo que les hommes avaient enregistrée avant l'attaque s'était révélée être une pièce maîtresse dans leur jugement, fournissant des preuves accablantes de leur complicité dans la planification d'une attaque terroriste contre les forces de sécurité et les touristes étrangers. Immédiatement après sa diffusion, le groupe s'était rendu à Imlil dans l'intention de repérer des cibles potentielles parmi les touristes. On pense d'ailleurs qu'ils avaient remarqué Louisa et Maren à Marrakech et les avaient traqués pendant une courte période avant de passer à l'acte et les assassiner. En juillet 2019, 3 des hommes impliqués avaient été condamnés à mort pour leur rôle dans le meurtre des 2 femmes. Toutefois, leurs avocats avaient rapidement entamé des procédures d'appel, arguant que leurs clients, dont le niveau d'éducation était qualifié de très faible et qui venaient de milieux modestes, ne méritaient pas une telle sentence. Malgré tout, le 31 octobre 2019, la condamnation à mort avait été confirmée par un tribunal antiterroriste à Salles, scellant le sort des accusés. Le principal suspect, Abdesamad Edjoud, âgé de seulement 26 ans, avait travaillé comme vendeur de rue, proposant du jus d'orange aux touristes. Ses aspirations avaient un temps pris une tournure sombre lorsqu'en 2015, il avait envisagé de se rendre en Syrie et avait été reconnu coupable de soutenir l'État islamique. Après avoir passé 1 an derrière les barreaux d'une prison marocaine, il était ressorti avec des convictions renforcées, ayant partagé sa détention avec d'autres militants ayant consolidé ses convictions extrémistes. Cependant, plutôt que de poursuivre son projet de rejoindre la Syrie, il avait décidé de mener son projet sur le sol marocain, devenant ainsi le chef d'un groupe qui avait rapidement grossi pour dépasser 2 douzaines de personnes. Mais si vous avez bien suivi l'affaire, vous avez donc compris que dans l'attaque, celui-ci n'y a pas vraiment fait part. Ce sont ces 3 complices qui s'en sont pris aux 2 femmes. Mais malgré tout, il a plus tard fait lui aussi face à la peine de mort. Il faisait en effet partie de l'expédition dans les montagnes, mais était parti avant que les meurtres n'aient été commis. Ce dernier était retourné chez sa femme auprès de ses 2 enfants, des garçons âgés de 7 à 10 ans, et il a dit à cette dernière qu'il avait été absent pour un projet de travail et qu'il s'était rasé la barbe en raison des soupçons qu'il avait soulevés. Les 20 autres accusés d'implication ont chacun écopé de 5 à 30 ans d'emprisonnement. Alors qu'ils étaient condamnés, Younes et Rachid récitaient des versets du Coran et semblaient complètement déconnectés de la réalité. Le tribunal a également ordonné aux 4 hommes de payer 190 000 € à la famille de Maren. Il a été dit que les meurtres avaient été commis dans le but d'impressionner l'État islamique. Ayant déjà été refusé de rejoindre officiellement l'organisation, les hommes croyaient que cet acte montrerait leur capacité et que ça allait donner envie à l'organisation terroriste de les recruter. La décapitation était une pratique très courante au sein d'ISIS à l'époque, c'était la principale façon dont ils exécutaient les gens et la filmaient, puis la publiaient en ligne. À partir de 2020, les condamnations à mort semblent aller de l'avant et ont été les premières au Maroc depuis 1993. Le 21 décembre 2018, les restes de Louisa et Maren ont été transportés par avion à Copenhague à la demande de leur famille. Les funérailles de Louisa ont eu lieu dans sa ville natale d'Ikast au Danemark en présence du Premier ministre Lars Rasmussen. Maren, de son côté, a été enterrée le 21 janvier à Jaren en Norvège. Le ministre de la Santé, Bent Høie, et l'ambassadeur marocain, Lamia Radi, étaient tous 2 présents. Les autorités ont conclu que, bien que les hommes aient prêté serment d'allégeance à l'État islamique, ils étaient des loups solitaires et n'avaient pas été instruits par le groupe terroriste. Fondamentalement, ces hommes étaient juste des imitateurs. Les médias, de leur côté, ont essayé de minimiser le fait que les 2 femmes avaient été violées et l'une d'entre elles décapitée, et ont déclaré que les jeunes femmes avaient simplement, entre guillemets, subi des blessures au niveau du cou. Ils ne voulaient pas nuire au tourisme au Maroc, car le tourisme représente 19% du revenu du pays. Thor Arne Haver, un guide touristique norvégien opérant dans les montagnes de l'Atlas,
a déclaré que même après 35 ans d'expérience, il s'arrange toujours pour être accompagné d'un guide autochtone, considérant que personne ne devrait se rendre seul sur ce terrain. Louisa était en relation avec un homme appelé Glenn Martin depuis plus de 2 ans avant qu'il ne décide de rompre à l'été 2018, seulement quelques mois avant son voyage fatidique. Glenn a malgré tout rendu hommage à Louisa sur Facebook dans un long post, déclarant qu'ils étaient toujours restés les meilleurs amis et qu'il aimait toujours tout d'elle et tout ce qu'elle représentait. Évidemment, avant de finir cette affaire, je tiens à rappeler qu'il ne faut pas faire de lien entre islam et terrorisme, puisque malheureusement, c'est ce qui arrive bien trop souvent. L'islam est une religion pratiquée par environ 1,8 milliard de personnes dans le monde, et comme toute grande religion, l'islam a une diversité de croyances, de pratiques et de cultures. La grande majorité des musulmans vivent leur foi pacifiquement et condamnent fermement le terrorisme. Il est essentiel de ne pas généraliser ou encore pire de stigmatiser une religion entière en raison des actions de quelques individus ou groupes extrémistes. La lutte contre le terrorisme doit être menée en collaboration avec des membres de toutes les communautés, y compris les musulmans, qui sont souvent eux-mêmes victimes de la violence terroriste et de la stigmatisation à cause de ces mêmes personnes. Je tenais évidemment à faire ce petit rappel avant qu'il y ait potentiellement des amalgames dans les commentaires et je compte évidemment sur vous pour rester poli et courtois dans l'espace commentaire qui est libre à chacun. C'est donc tout pour l'affaire de Louisa et Maren, qui est une affaire un petit peu plus courte que d'habitude, mais j'espère en tout cas que celle-ci était encore inconnue pour vous et surtout que vous l'avez trouvée intéressante. Personnellement, elle m'a fait énormément de peine, j'ai beaucoup de tristesse envers ces deux jeunes femmes qui semblaient vraiment, comme on dit, avoir une âme pure et qui voulaient juste profiter de la vie et de tout ce que ce monde avait à offrir et également à le partager à leurs proches, à des inconnus, à tous ceux qui en auraient eu besoin. Elles avaient de très beaux projets qu'elles n'ont malheureusement jamais pu réaliser parce qu'elles sont tombées littéralement sur des monstres, puisque pour moi, il n'y a que des monstres pour commettre de tels actes. Je ne sais pas si leurs familles ont décidé de créer des associations, de pourquoi pas même se mettre en contact pour traverser ce deuil. En tout cas, si c'est le cas, je vous mettrai tout ceci dans la barre d'infos, si jamais il y a des associations ou quoi que ce soit à mettre à cet endroit-là. J'espère en tout cas pour eux que plus de 6 ans après les faits, qu'ils ont réussi à relever la tête de ce genre de drame, mais je pense qu'on ressort difficilement de ce genre d'affaires indemne. C'est vraiment une façon de mourir qui est atroce, qui en plus avait été diffusée sur les réseaux sociaux, et waouh, franchement je n'imagine pas la peine qu'ils ont dû ressentir. Quoi qu'il en soit, si cette affaire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à laisser un petit commentaire. Merci à vous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Passez une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure où vous la regardez. Ciao.